Si je vous dis génie scientifique, vous pensez sûrement à Einstein. S'il y a bien une personne qui mérite qu'on l'appelle comme ça, c'est lui. Grâce à ses découvertes, on peut utiliser Waze, prendre des photos. Dites-vous que c'est cet homme qui a réussi à comprendre comment fonctionnait l'univers avec la seule force de ses pensées. C'est aussi lui le fondateur de cette fameuse formule qui est la cause de l'existence de la bombe atomique, qui a tué plus de 250 000 personnes. Tout cela provient d'un seul cerveau, d'un seul homme qui, à force de persévérance et de réflexion, a changé le monde à jamais. Mais quelle est son histoire? Était-il un homme normal ou réellement hors du commun? Comment a-t-il fait pour découvrir toutes ces choses à lui seul? Nous allons découvrir tout cela dans cette vidéo. Albert Einstein est né en 1879 dans la ville de Ulm en Allemagne. Alors dès ses premières heures dans ce monde, on voit que ce type n'est pas normal, car sa tête est très grosse, elle est plus grosse que la moyenne. En voyant ça, les médecins craignent qu'il soit atteint d'une maladie mentale, et cette crainte lui poursuit jusqu'à ses 3 ans, car à cet âge, le petit Albert ne parle pas du tout, même pas une seule phrase ne sort de sa bouche, et là, ce n'est vraiment pas normal. Ses parents s'inquiètent de plus en plus, a-t-il vraiment un problème? Le papa d'Einstein se demande clairement si son gosse est un attardé. Mais non, rien de tout ça. Ne t'inquiète pas, papa Einstein. Ton fils va bien et c'est à l'âge de 4 ans qu'il va commencer à parler. D'ailleurs, les parents d'Einstein sont des juifs venant d'Europe, mais ils n'éduquent pas spécialement leur enfant avec le judaïsme. Ce que son papa veut par-dessus tout, c'est qu'il réussisse dans le monde académique. Son père est un ingénieur et entrepreneur. Il a une entreprise d'électrochimie. Sa maman, quant à elle, est pianiste. Albert Einstein, c'était un enfant solitaire. Il n'avait pas trop d'amis. Durant son enfance, à l'âge de 5 ans, sa vie va être bouleversée par un événement. Einstein tombe malade et son père lui offre une boussole pour l'occuper un peu. Quand il a eu cet objet entre les mains, ça l'a bouleversé. Il l'observe durant des heures. Il était en train de découvrir le monde invisible, celui de l'électromagnétisme. Une passion pour la science naît en lui. Son oncle lui offre un livre de géométrie et quand il n'est pas en train d'observer sa boussole, il lit ce livre. Rien à voir avec toi et moi quand on avait 5 ans. Nous, c'était plus Midi les Zouzous qu'on regardait avec passion durant des heures. Mais attends, tu vois ce génie-là qui va faire des découvertes scientifiques qui ont changé le monde. Ben il avait un énorme point commun avec nous. Ben lui aussi, il n'aimait pas l'école. La dinguerie. Mais il n'aimait pas l'école pour les mêmes raisons que les nôtres. Tu vois, il appréciait beaucoup les maths. Mais il y avait un truc qui ne passait pas chez lui. C'est l'autorité. Le fait qu'on lui dise ce qu'il doit faire et se taire. Il ne supportait vraiment pas ça. Et cette personnalité-là le suivra toute sa vie. Et avec sa passion pour les sciences, il savait déjà ce qu'il voulait faire comme métier. Les années passent, il a maintenant 14 ans et il rêve que d'une chose, rejoindre l'université de Polytechnique de Zurich pour pouvoir découvrir des choses extraordinaires sur la science et l'espace qui nous entoure. Mais il y a un petit problème, malgré qu'il est maintenant au lycée, il n'aime toujours pas la manière dont enseignent les profs. Et ses parents se sont installés à Milan, car l'entreprise de son père avait coulé et on lui a dit qu'en Italie, il aurait plus de succès. Mais vu qu'il ne se sent pas bien en Allemagne et que ses parents ont déménagé, il décide de quitter l'école dans son pays d'origine et il les rejoint en Italie. Quand son père voit son fils, il est surpris et déçu, car pour lui, Albert aurait eu un meilleur avenir scolaire dans son pays d'origine. Avec cet acte, on voit le côté rebelle d'Einstein dès son plus jeune âge. Il se sent pas bien en Allemagne à cause des cours, mais du coup, il décide de se casser. Mais bon, est-ce que c'est smart d'avoir fait ça? N'oubliez pas, son rêve est de rejoindre l'université Polytech de Zurich. Mais là, ce jeune fou est déscolarisé. Il lui faut le bac pour pouvoir entrer dans cette université. Mais comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Le jeune Albert Einstein tente sa chance et passe l'examen d'entrée. Et attention, suspense, roulement de tambour. Il est recalé. Les examinateurs l'ont recalé. Les examinateurs ont recalé celui qui allait être l'auteur des formules qu'ils enseignent encore aujourd'hui. Ah là là la dinguerie. Mais bon, durant ces examens, il obtient des résultats pas ouf en histoire, littérature et en français. Mais par contre, dans les matières scientifiques, il excelle. À tel point que les examinateurs lui disent de rester dans les parages. Bon, le papa d'Einstein veut vraiment qu'il réussisse son parcours académique. Et il décide de l'envoyer en Suisse pour qu'il obtienne un diplôme équivalent au bac. Ce qui lui permettra de retenter sa chance dans l'université de ses rêves. Einstein se rend seul dans cette ville en Suisse. Il s'installe chez un ami proche de ses parents et tu vois ce jeune petit rebelle qui a horreur de l'autorité et de l'école. Mais en Suisse, il est aux anges. Il kiffe l'école là-bas. En fait, le système scolaire de cette école est totalement différent de ce qu'il avait connu jusqu'ici. Dans cet établissement, les profs poussent les ados à penser par eux-mêmes. Ils veulent que les élèves se développent tout seuls. Les professeurs ne sont plus les personnes qui te disent ce que tu dois faire sans broncher. Et c'est cette
cette ambiance qui va permettre à Einstein de commencer à réfléchir aux sujets qui vont remettre en question pas mal de choses. Quand nous on se promène, on est soit scotché à notre téléphone ou on écoute de la musique ou alors on pense à ce qu'on va manger ce soir. Mais lui Einstein, quand il se promène, il observe la nature. Et il ne se dit pas waouh, que c'est beau. Non, lui il se demande ce qu'il se passerait s'il chevaucherait un rayon de lumière. Ok, chacun fait ce qu'il veut, je ne juge pas. En fait, il se dit, s'il est sur le rayon de lumière, comment est-ce qu'il verra les autres rayons de lumière? En ayant cette réflexion, il réalise qu'en étant sur cette lumière, il verra les autres lumières figées. Et ça, c'est pas possible, car la lumière, elle a une vitesse, elle se déplace. Je vais t'expliquer sa vision des choses, écoute bien. Regarde, si on est dans un train et qu'un autre train roule en même temps et à la même vitesse, on ne le voit pas avancer, on a l'impression qu'il est à l'arrêt. Si on remplace le train par la lumière, ça voudrait dire qu'il verrait l'autre lumière à l'arrêt, alors que c'est impossible, car la lumière se déplace. Ça voudrait donc dire qu'il ne verrait pas l'autre lumière. Tout en se creusant la tête avec ce problème, il obtient son diplôme au lycée en Suisse. Il repasse donc les examens d'entrée à l'université de Polytechnique à Zurich, et cette fois-ci, il est accepté. Il va réaliser son rêve, et il va pouvoir avoir plus de matière et acquérir plus de connaissances pour ses recherches. En rejoignant Polytechnique, son seul et unique but est de devenir enseignant-chercheur dans cette même université. Mais il va être déçu encore une fois. Dans cette université, on forme des futurs ingénieurs et professeurs. Les mêmes problèmes qu'il a vécu quand il était plus jeune refont surface même dans les études supérieures. On apprend aux élèves que c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on calcule et pas autrement. T'apprends par cœur ce qu'on te dit et tu le recraches durant les examens. Mais Einstein voulait en savoir plus. Lui, il remet tout en question. Étant déçu, il décide de faire route seul. Il sèche pas mal de cours, estimant que ce n'est pas assez intéressant. Il lit un livre de Maxwell et dans cette œuvre, Maxwell explique avec des équations comment l'électricité et le magnétisme interagissent ensemble. Mais encore une fois, les équations de Maxwell lui posent problème, car il y a deux explications totalement différentes à deux mêmes événements. Il veut maintenant résoudre deux problèmes. Bon, malgré toutes ces questions pointues qui se posent, il arrive quand même à profiter de la vie. Il rencontre son premier amour sur les bancs de l'université qui est Mileva. Les années passent, il obtient son diplôme à Polytechnique de justesse. Mais ça, il s'en fout, car pour lui cet examen est absurde. Mais attends, t'imagines la dinguerie? L'un des plus grands scientifiques du monde trouve que les examens sont absurdes, car pour lui, il n'y a pas de sens à recracher ce qu'on a appris par cœur. Einstein dit que ce qu'il devrait y avoir dans les examens, c'est de demander ce que les élèves pensent des choses et comment ils l'interprètent. Bref, du coup le diplôme est obtenu, mais il ne s'en préoccupe pas plus que ça. Car lui, ce qu'il veut est de devenir enseignant-chercheur à Polytechnique, pour pouvoir passer tout son temps à ses recherches. Mais il va encore subir un raté dans sa vie de génie. Polytech le recale, il n'accepte pas sa candidature. À partir de là, une période difficile va commencer pour le petit Einstein. Bon, il n'a pas réussi à avoir son poste d'enseignant-chercheur à Polytechnique, mais il se dit qu'il va bien trouver une université qui le voudra. Il persiste dans sa recherche d'un job, il postule pas seulement dans un seul pays, mais il postule en Allemagne et en Suisse. Il cherche comme un acharné, mais personne ne veut de lui. Pendant cette période, sa petite amie Mileva tombe enceinte, et à cette époque, c'est très mal vu d'avoir un enfant hors mariage. Albert n'avait pas de taf, il n'avait donc pas les moyens de se marier avec Mileva. Les parents d'Albert ne voulaient pas l'aider car ils étaient contre leur union. Ils ne voulaient pas de Mileva. Elle rentre donc en Suisse chez ses parents. Elle accouche d'une fille. Et de son côté, Einstein est à bout. Il ne trouve toujours pas de situation. L'amour de sa vie vient d'accoucher d'une fille et elles sont toutes les deux loin de lui. Dans cette longue lutte, Albert supplie un de ses amis d'université qui est Marcel Grossman de l'aider. Même les plus grands de ce monde ont eu besoin d'aide. Grossman va l'aider à trouver son premier travail. Son père était très riche et il connaissait le directeur de l'office des brevets à Berne. Einstein commença à retrouver le sourire. Il se rendit à Berne et postula directement dans cet office des brevets. Il prend un appartement pour pouvoir accueillir sa future famille qui va le rejoindre. En attendant de savoir s'il va être pris ou pas, il donne des cours particuliers pour se faire un peu d'argent. Et quelques temps après son arrivée à Berne, Albert Einstein est pris à l'office des brevets. Il aime beaucoup ce travail. Dans sa journée de taf, il examine et résume les brevets le matin et il passe tout son après-midi à travailler sur ses recherches en physique. Maintenant qu'il a de l'argent et une situation stable, il se marie avec Mileva qui va vivre avec lui à Berne mais sans leur fille. À partir de là, l'histoire ne sait plus rien d'elle. On ne sait pas ce qu'est devenu leur fille, c'est un mystère
totale. Bon, Einstein est passé par pas mal de problèmes dans sa vie privée. Maintenant, il doit retomber dans ses recherches. Il doit trouver des réponses à ses questions. Einstein n'était pas comme les autres scientifiques. Eux, ils prennent pour acquis ce qui a été fait par les anciens. Quant à Albert, il remettait tout en question. Il a remis en question Maxwell sur la lumière, mais il ne va pas s'arrêter là. Il remet aussi en question les retrouvailles de Galilée et Newton sur le temps et l'espace. Eux, ils disent que le temps et l'espace sont fixes. Pour Newton, l'univers est comme une immense horloge. Mais Einstein n'était pas de cet avis. Avec toutes ces réflexions qui lui tracassent la tête, il sort marcher avec l'un de ses amis scientifiques. Il lui dit que Galilée et Newton se sont peut-être trompés sur l'espace-temps. Eux, ils nous disent que l'univers ne bouge pas et selon eux, le temps s'écoule de la même manière pour tout le monde. Mais Einstein, lui, il est venu et il a dit non. Le temps et l'espace sont liés. Son ami n'est pas d'accord avec lui. Pour lui, c'est impossible que Newton et Galilée aient eu faux. Mais pendant que son pote parle, Einstein ne l'écoute plus. Il aperçoit une cloche au loin et il se pose déjà une autre question. Est-ce que deux événements qui se passent en même temps pour un observateur se passent en simultané pour un autre observateur? Son pote lui répond que oui, c'est logique. Mais lui, Albert, n'est pas totalement convaincu. Il rentre chez lui et il n'arrive pas à dormir. Il pense à ce problème toute la nuit. Et le lendemain matin, il se lève en sursaut, tout excité, car il a fait une découverte énorme. Deux observateurs qui regardent un événement ne le voient pas au même moment. Il y a une légère différence. Voici son exemple pour expliquer sa trouvaille, ouvre bien les mireilles. Un homme est au pied de l'horloge et il regarde l'aiguille de cette horloge passer à 8 heures. Quant à Einstein, lui, il regarde la même horloge mais à une distance de 5000 mètres. On est d'accord pour se dire que les deux voient l'horloge grâce à la lumière. La lumière se déplace à une vitesse de 300 000 km par seconde. Il a donc fallu que la lumière se déplace à cette vitesse pour lui transmettre l'info. Ce qui veut dire qu'Einstein, qui est à 5000 mètres de l'horloge, a vu l'heure passer à 8 heures après le gars qui est au pied de cette horloge. Car Einstein est plus éloigné. Cette différence est infime à taille humaine, mais elle est énorme à l'échelle de l'univers. Ça, c'est la théorie de la relativité restreinte. Ça nous dit que l'espace et le temps sont liés et que le temps n'est pas le même en fonction de là où tu es. Durant plusieurs semaines, il va rédiger un article sur la théorie de la relativité restreinte. Il envoie son article à la plus grande revue scientifique de leur époque. Et il attend tout stressé leur retour. Mais rien. Il n'a aucune nouvelle. Il continue donc ses recherches. Entre 1902 et 1905, il réfléchit beaucoup. Et en 1905, il publie non pas un ou deux articles, il en publie 4. Et dans sa théorie de la relativité restreinte, il nous sort la fameuse formule E est égal mc au carré. En gros, cette formule dit que la masse et l'énergie sont équivalentes. Cette formule a aidé à la création de la bombe atomique. Mais attention, Einstein n'est pas l'auteur de la bombe atomique. Il est même contre. On verra ça dans un instant. C'est un an plus tard, en 1906, qu'il a ses premiers retours sur ses recherches. À ce moment, les théories d'Einstein deviennent de plus en plus connues, mais personne n'avait vu l'auteur de ses travaux. Un assistant d'un scientifique réputé voyage jusqu'à Berne pour rencontrer Einstein. Quand il arrive à l'office des brevets et qu'il a vu Einstein, il s'est dit que non, c'est pas possible que ce soit lui, l'auteur de ses recherches sur la relativité. Il a à peine 30 ans. Eh ben, c'était bel et bien lui, le petit Einstein. Bon, Albert a déjà fait des trouvailles qui ont changé toute la science, mais il ne va clairement pas s'arrêter là. Le sujet qui le préoccupe maintenant, c'est la gravitation. La gravitation, telle vue à ce moment, fait défaut dans sa théorie de la relativité restreinte. Il doit trouver ce qui ne va pas. Malgré qu'il ait publié des articles surprenants, il n'a toujours pas trouvé de poste d'enseignant-chercheur en université. Il travaille encore dans les brevets, et un beau jour, derrière son bureau, il regarde par la fenêtre et voit un ouvrier avec son marteau. Il se pose une question. Si l'ouvrier tombe avec son marteau, mais dans les airs, il ressent le monde comme s'il n'y avait pas de gravité. Et quand on tombe, on va de plus en plus vite. Ça veut dire que l'accélération annule la gravité. Voici un exemple pour illustrer la chose. On met un homme dans un ascenseur qui est en panne et il descend d'un coup. Cet homme, durant un instant, va être dans les airs, comme s'il n'y avait pas de gravité. Ce qui montre que l'accélération annule la gravité pendant un petit moment. Et après un certain temps, il est attiré par la gravité de la Terre et il touche le sol. Mettons maintenant cet ascenseur en panne dans l'espace. Si l'ascenseur est tiré par le haut, l'homme va toucher le sol de la cabine. Alors que dans l'espace, il n'y a pas de gravité. Tu es censé flotter. Avec cette explication, on comprend clairement qu'Einstein a trouvé que l'accélération et la gravité sont en fait la même chose. Cette réflexion qu'il a eue sont les prémices de la relativité générale. On reviendra dessus dans quelques instants. En 1909, avec toutes ces trouvailles extraordinaires, Einstein devient connu. Et il est enfin accepté en tant qu'enseignant-chercheur à l'université de Polytechnique de Zurich. Il va enfin réaliser son rêve de gosse. Travailler en tant que chercheur et passer tout son temps à sa passion, la science. 9 ans!
Il lui a fallu 9 ans pour qu'il décroche le job de son rêve. Son dur labeur et sa persévérance ont fini par payer. Est-ce qu'il a réussi car c'est Einstein et que son cerveau est hors du commun? Ou est-ce que c'est sa passion, sa patience et sa persévérance qui a fait de lui ce qu'il est devenu? On verra ça en fin de vidéo. Bon, il n'est pas resté très longtemps à Zurich car en 1909, il a un poste d'enseignant dans une autre université, celle de Prague. Mais en vrai, on s'en fout de ça. Maintenant, le petit Einstein n'est plus le mec rejeté. Il est reconnu par ses pairs. Il va même donner une conférence à la plus importante rencontre de physiciens d'Europe. Durant cette conf, les physiciens lui demandent d'expliquer la théorie de la relativité restreinte. Mais les gars, vous avez affaire à Einstein là. Il est pas comme les autres. Il va pas dire oui à vos ordres, chef. Non. Bien au contraire. Il leur dit non, pas besoin d'expliquer la relativité, car tout est clair à ce sujet. Durant cette réunion, il les invite à réfléchir sur un autre problème qui est celui de la gravitation. Il s'explique. Les scientifiques disent que l'espace ne se modifie pas, il est fixe. Pour Einstein, tout cela est faux. Pour lui, l'espace peut se déformer. Il explique sa théorie en disant que la masse d'un objet peut déformer l'espace autour, comme quand on pose une balle sur un trampoline. Celui-ci se déforme. Newton avait expliqué la rotation de la Terre autour du Soleil en disant qu'un objet se déplace dans le vide à vitesse constante sur une trajectoire droite. Et pour que cet objet n'avance plus droit, il faut qu'une force attire cet objet. Newton pensait que c'était la force du soleil qui attirait la Terre. Et donc cette même force qui permettait à la Terre de tourner autour du soleil. Einstein n'était clairement pas d'accord, car pour lui, c'était la masse du soleil qui déforme l'espace autour, et la Terre essaye de suivre la trajectoire la plus droite possible dans cet espace déformé par la masse du soleil. Mais pour les autres scientifiques, la question de la gravitation s'est réglée depuis un moment. Pour ce problème à résoudre, Einstein a zéro soutien. Non mais vraiment, la phrase du génie incompris, on l'a créée pour Einstein, c'est sûr. Malgré que les autres ne veulent pas le suivre dans ses délires dans la gravitation, Einstein est quand même bien dans sa vie. Ben oui qu'il est heureux. Le mec vient de changer la vision de la science, il réalise son rêve et il a aussi 2 garçons avec son amour de jeunesse, Mileva. Bref, que demande le peuple? Mais comme on dit chez nous, après le calme vient la tempête. Ouais bon, c'est pas totalement ça. Mais ici, on veut marquer l'histoire. Donc on fait rien comme les autres. Est-ce que t'as compris? Plus sérieusement, il obtient un nouveau poste dans l'université de Berlin. Il revient donc en Allemagne. Et 2 événements tragiques vont suivre. Einstein va se séparer avec son amour de jeunesse, Mileva. Et il va donc aussi s'éloigner de ses 2 garçons. Il décrit cette séparation avec sa famille comme une épreuve qui ressemble à la mort. Et vous savez très bien ce qu'il s'est passé en 1914 dans le monde. La première guerre mondiale éclate. Durant cette période, Einstein s'enferme dans sa bulle, car ses collègues sont pour la guerre, et ils veulent que l'Allemagne gagne, alors que lui, c'est tout le contraire. C'est un pacifiste. Il dit à ce sujet, dans ce genre d'épreuve, on voit que l'on a affaire qu'à des moutons. Et aussi, selon lui, la guerre repose sur les instincts bestiaux des hommes qui les poussent à soumettre les autres. Einstein s'enferme dans son monde, et comme il le dit, la plus forte motivation des hommes pour les arts et la science est l'envie de fuir la vie quotidienne avec sa grossièreté et sa monotonie, et de se réfugier dans un monde peuplé des images de sa création. Durant ces périodes de guerre, Einstein se consacre nuit et jour à ses recherches. Il n'a jamais autant travaillé de sa vie qu'à ce moment. Il persévère derrière ses feuilles de calcul pour percer à jour le secret de l'univers. Cet espace si mystérieux, immensément grand qui nous entoure. Et après un dur labeur, il trouve enfin l'explication qui peut totalement remplacer celle de Newton. À cette époque, il a réussi à mettre non pas la Terre, ou le Soleil, ou même le système solaire en équation, mais tout l'univers. Avec un cerveau, un papier et un stylo, il a mis en équation tout l'univers. Il nous sort la relativité générale. C'est la théorie que je vous ai expliquée précédemment, qui montre que la masse et l'énergie déforment l'espace-temps, et qui change notre perception de la gravité. Vous vous rendez compte du niveau de ce gars? Avant Einstein, personne n'a osé mettre l'univers en équation. Lui, il l'a fait. Mais attendez, le problème c'est que pour le moment, personne ne peut prouver la véracité de la relativité générale. Et en plus de ça, comme d'habitude, Einstein c'est le génie incompris. Beaucoup de physiciens rejettent cette théorie, car eux ne veulent pas de maths de haut niveau en physique. Et oui, car la relativité générale c'est 4 pages de calcul qui transforment la perception du monde. Beaucoup de personnes le prennent pour un fou. Encore une fois, Einstein fait face à la solitude, soutenu par pratiquement personne.
personne. Mais pour montrer qu'il a raison, il dit que sa théorie de la relativité générale peut être prouvée durant une éclipse solaire. C'est 5 ans plus tard, après la Première Guerre mondiale, qu'un astronome prouve la véracité de la théorie de la relativité générale, en observant une éclipse. Après cette preuve, Einstein est sur la couverture de tous les journaux du monde. Il lui a fallu travailler plus de 10 ans dans l'ombre pour devenir mondialement célèbre en une seule journée. Et c'est en 1921 qu'il reçoit un prix Nobel grâce à cette découverte. Après la Première Guerre, les Allemands sont bannis dans tous les autres pays. Les scientifiques allemands étaient boycottés, sauf Einstein, qui était le premier à qui les portes étaient ouvertes. Il a représenté sa nation, il a redoré l'image de son pays. Mais l'Allemagne ne l'a jamais remercié. Bien au contraire, les Allemands l'ont maudit. À cette époque, sa nation ne l'aimait pas. Pas mal de scientifiques étaient jaloux de son succès. Ils échangeaient des lettres entre eux, non pas pour parler de science, mais de guerre contre Einstein et sa théorie de la relativité générale. Albert, de son côté, utilise sa célébrité pour aider les siens. Il est l'un des fondateurs de l'université hébraïque à Jérusalem. Il va jusqu'aux États-Unis pour les aider à récolter des fonds. Là-bas, il est accueilli comme une véritable star. Il défend aussi les juifs sionistes, provenant de Russie. À cette époque, les sionistes ne sont pas aimés par les juifs d'Allemagne, et les Allemands tout court en fait. Il défend les sionistes car ils subissent du racisme, mais ils ne partagent pas pour autant leurs idéaux. Eux, ils veulent la création d'un État juif en Palestine. Mais Einstein dit qu'il est clairement contre la création d'un État juif. Pour lui, la présence de juifs en Palestine ne survivra seulement si les juifs arrivent à cohabiter avec les arabes, et avec des accords honnêtes avec eux. Einstein dit clairement que si les juifs ne font pas ça, ils n'auraient rien appris de leurs souffrances subies par le passé. Bon, Albert c'est un juif allemand. Et on va rentrer dans une période assez sombre en Allemagne, où les juifs vont vivre un enfer sur terre. Depuis sa popularité mondiale, comme je vous l'ai dit, Einstein est très mal vu par les Allemands. Son origine juive ne l'aide pas du tout. À cette époque, l'Allemagne est nationaliste. Et ils ont soif de revanche à cause de leur défaite durant la Première Guerre mondiale. Les Allemands disent que ce sont les Juifs les responsables de la défaite. Les Juifs d'Allemagne ne sont clairement pas en sécurité. Le ministre des Affaires étrangères d'Allemagne était juif. Et il a été assassiné par des partisans de l'extrême droite. Einstein était aussi sur la liste des hommes à abattre. Il déserte donc son pays. Durant son voyage, il va dans un premier temps dans le pays du soleil levant et reste un peu plus d'un mois au Japon. Il se sentait bien là-bas. Le joli décor qu'offre ce pays entre tradition et modernité est très apprécié par cet Albert. Les jeunes filles en cosplay qui lui proposent d'aller dans leur bar. Il passe des heures sur les UFO Catcher pour tenter de choper la dernière figurine de Son Goku Genkidama. Il se promène à Shibuya tout en lisant le Weekly Shonen Jump. Non, en vrai, rien de tout ça. Le Japon à cette époque n'avait pas tout ça. Ce qu'il fait Einstein, c'est qu'il parle de science avec ses confrères japonais. Après le Japon, il part passer quelques temps en Palestine. Bon, il décide quand même de rentrer en Allemagne pensant que sa vie n'est plus en danger. Mais en 1933, Hitler est au pouvoir. Et les nazis le chassent de chez lui. Il pille sa maison en lui prenant tout. Einstein doit fuir l'Allemagne, et cette fois-ci pour de bon. Il laisse tout derrière lui, ses amis, sa famille, sa maison et ses biens. Il part en direction les États-Unis. Il a du mal à s'y faire à ce nouveau pays. La mentalité n'est pas du tout la même. Et notamment, il perd le confort de sa langue maternelle. Durant cette période, Einstein vit le paradoxe de la célébrité. Il est connu mondialement, mais il est très seul. Aux États-Unis, il travaille à l'Institut des études supérieures de la ville de Princeton. Il ne se mélange pas avec ses collègues, il ne mange pas avec eux et ni ne va aux réunions. Il se plonge dans son monde, les sciences. En plus de ses recherches, en 1935, Einstein et sa nouvelle femme consacrent énormément de leur temps pour aider les juifs et ceux qui sont contre le gouvernement nazi à émigrer aux États-Unis. Car l'Allemagne est en plein régime nazi et ils leur font subir l'inimaginable. Einstein a toujours eu cette image de soutenir les opprimés. Vous voyez, il aidait les siens, mais pas que. Il défendait aussi la cause des Noirs aux États-Unis. Il était choqué et dégoûté du comportement des Blancs envers les personnes de couleur dans ce pays. Il a montré sa solidarité envers les personnes de couleur à plusieurs reprises. Il a donné des conférences à l'université de Lincoln qui était fréquentée exclusivement par des personnes de couleur. Bon, vous voyez qu'Einstein était connu pour être un pacifiste. Il aide toutes les personnes opprimées. Mais pourtant, certains disent qu'il est l'auteur de la bombe atomique. Alors que pas du tout.
Einstein, voyant la menace que représentent les nazis dans le monde, il rédige au président des États-Unis une lettre pour développer l'arme nucléaire. Et quand les États-Unis ont largué la bombe nucléaire au Japon, Einstein était horrifié. Et il a informé à la télé la dangerosité du nucléaire dans l'armée. Durant son passage à la télé, il dénonce aussi la course à l'armement entre les Russes et les Ricains. Et surtout, il dit de faire attention à la production d'une bombe à hydrogène, qui elle anéantirait non pas un pays, ni un continent, mais toute l'humanité. Après la Seconde Guerre mondiale, en vue de son engagement pour les siens, le Premier ministre d'Israël lui propose de devenir président d'Israël. Il dit non. Ben oui les gars, Einstein ne voulait pas de responsabilité. Il en a eu malgré lui, dû à son génie. Mais il est pas fou pour devenir président quand même. En 1955, soit 3 ans après cette proposition hors du commun, Einstein avait maintenant 76 ans. Il avait une maladie et son goût de la liberté l'a suivi jusqu'au bout. Les médecins voulaient l'opérer d'urgence, mais lui était contre. Il voulait partir quand il voulait. C'est donc à 76 ans que Albert Einstein s'éteint après avoir marqué et changé la vision du monde à l'aide de son cerveau. Bon, Einstein, là, il est mort. Je pourrais arrêter cette vidéo-là, mais il y a un truc à dire. Vous voyez, les médecins, quand ils étaient en face du cadavre d'Einstein, ils se sont dit on ne peut pas passer à côté de l'occasion. Un cerveau comme celui d'Einstein doit faire l'objet d'études approfondies. Ça pourrait permettre à l'humanité d'en savoir plus sur cette machine que l'on a dans notre crâne. Einstein voulait que son corps soit brûlé après sa mort. Et sa famille ne voulait pas que le cerveau d'Einstein fasse l'objet d'études. Donc le docteur qui s'occupait de son cadavre, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit à ses assistants de partir. Une fois qu'il s'est trouvé seul avec le cadavre d'Einstein, il lui a ouvert le crâne en deux. Et il lui a retiré son cerveau. Il a fait tout ça sans prévenir personne. Il va dans un premier temps peser le cerveau d'Einstein. Et à sa grande surprise, son cerveau est plus léger que la moyenne. Il pèse 1230 grammes alors que la moyenne est d'à peu près 1,3 kg. Il continue son travail en coupant en fines lames son cerveau. Il les met dans des bocaux et les ramène dans son laboratoire personnel. Et il ne découvre rien de spécial. Il décide d'envoyer le cerveau d'Einstein à une neurologue connue de cette époque. Et elle a trouvé quelques différences sur des parties liées à la capacité de travail et à sa mémoire. Vraiment, cette histoire, on aurait dit le début d'un film. Einstein était un homme qui a vécu à contre-courant. Il avait du mal avec l'autorité. C'était le génie incompris par excellence. Là où ses confrères prenaient pour acquis le travail fait par les anciens scientifiques les plus connus, lui, il n'a pas hésité à tout remettre en question. Il n'avait pas beaucoup de soutien. Les gens le prenaient clairement pour un fou. Mais s'il les avait écoutés, il n'aurait pas fait ses recherches et le monde n'aurait pas connu les progrès tels qu'il les connaît aujourd'hui. Cet homme était souvent seul face à ses pensées, qui lui ont permis de percer quelques mystères de ce vaste univers qui nous entoure. Ce n'était pas seulement un scientifique caché derrière un bureau, non, c'était un humain. Il était contre l'inégalité, contre les guerres et pour l'humanité. Mais Einstein, c'était surtout l'histoire d'un homme qui a découvert avec ses pensées, des feuilles et un stylo, comment l'univers au-dessus de nous fonctionne. Avec un dur labeur, de la persévérance et surtout de la passion, Einstein a mis l'univers en équation. Était-il hors du commun des mortels ou pouvons-nous, nous aussi, marquer notre histoire et celle du monde en suivant notre propre voie ?